C'est celle-là. Bonjour à tous et à toutes. Il est l'heure de démarrer cette conférence midi autour du livre « C'est pas un cadeau, plongé au cœur de l'éthique parlementaire ». Cette conférence va se dérouler en comodal avec des participants ici dans la salle, avec les conférenciers et d'autres en ligne que je vais admettre au fur et à mesure. Donc, excusez-moi si je perds le fil parfois. Je suis Marion Briveau, responsable de l'axe éthique publique, organisationnelle et professionnelle à l'IDEA, l'Institut d'éthique appliquée de l'Université Laval, et j'ai le grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette conférence. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter brièvement nos conférenciers. Steve Jacob est professeur au département de sciences politiques de l'Université Laval. Il est politologue et historien de formation et mène des recherches sur les processus de modernisation de l'administration et les dispositifs de gestion de la performance au Canada et ailleurs dans le monde. Les résultats de ces recherches ont été publiés entre autres dans la revue française de sciences politiques, Politique et management public, Res Publica, la revue internationale de politique comparée, Évaluation, American Journal of Evaluation, et il est aussi l'auteur de nombreux livres dont vous trouverez les références complètes sur la page web du site de l'IDEA, l'Institut d'éthique appliquée, qui est dédié à la conférence d'aujourd'hui. Éric Montigny est professeur au département de sciences politiques, directeur scientifique de la chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires. Il a un doctorat en sciences politiques et une maîtrise en administration publique. Et je souligne aussi qu'il a œuvré pendant une douzaine d'années à l'Assemblée nationale du Québec. Il a donc une expérience pratique des thématiques qu'il examine sur le plan académique. Ses travaux de recherche traitent principalement de la démocratie interne des partis politiques, de militantisme, de parlementarisme et de gouvernance, en plus de ses publications portant sur les primaires ouvertes, le rôle des députés, les partis autonomistes et le comportement électoral en lien avec les enjeux d'identité. Il a participé à la rédaction de plusieurs livres, dont, de nouveau, je vous invite à consulter les références complètes sur le site web de l'IDEA à la page de l'événement d'aujourd'hui. Avant de vous céder la parole, messieurs, je précise que la conférence est enregistrée et qu'elle sera mise en ligne sur la chaîne YouTube de l'IDEA pour ceux qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui et qu'ils puissent en profiter ultérieurement. Je vous demanderai donc de garder vos questions éventuelles pour la fin de leur intervention, puisque ces questions et les réponses ne seront pas enregistrées et diffusées. Bonne conférence à tous et à toutes. Merci de votre attention. Bonjour tout le monde, merci pour la présentation. Merci à l'IDEA d'avoir organisé cette conférence autour de l'ouvrage C'est pas un cadeau, écrit avec Eric. On va vous présenter un peu la manière dont le livre s'est préparé, dont la recherche a été réalisée, puis également évidemment les principaux résultats de notre analyse. Avant tout, parce que c'est une recherche qui a été financée par la chaire de recherche sur la démocratie et la décision parlementaire de l'Université Laval, on souhaite remercier la chaire pour le financement de ces travaux. Et dans ce cadre-là, simplement, mentionner un tout petit peu le contexte de l'origine, parce que je vais en parler, on a fait 17 entrevues avec des parlementaires, ministres, anciens ministres, et sur les 17, il y en a un seul qui m'a demandé pourquoi je m'intéressais au sujet. Par rapport à ce sujet, l'origine de la recherche a émané de la commissaire à l'éthique et à la déontologie de l'Assemblée nationale, qui souhaitait qu'une recherche soit entreprise sur le code d'éthique. Ça faisait une dizaine d'années que le code d'éthique était entré en vigueur, et plus particulièrement sur la disposition des cadeaux, parce qu'il y avait des lignes directrices un petit peu à actualiser. Au début de la recherche, quand on a parlé avec la commissaire à l'éthique, on a dit on peut essayer de faire la recherche, mais on ne sait pas si ça va fonctionner par rapport au sujet, par rapport au fait qu'on souhaite faire un sondage, faire des entrevues avec des élus. Donc, on avait une obligation de moyens, mais pas nécessairement de résultats par rapport aux travaux qu'on a pu accomplir. Finalement, ça s'est passé peut-être même mieux que ce que l'on avait prévu au départ. En termes de mise en contexte par rapport au cadeau, pour un peu vous situer cette recherche, parce que pour faire la recherche, on a fait une analyse de la littérature en anthropologie, en marketing, en sociologie. Donc, il y a plusieurs champs, plusieurs disciplines qui s'intéressent au cadeau. Et donc, évidemment,
On est parti aux racines avec l'anthropologie, avec l'ouvrage de Mauss sur le don dans les sociétés archaïques, où Mauss nous présente le fait que les cadeaux, ce sont des ingrédients essentiels de la cohésion sociale. Les anthropologues ont également étudié le cadeau dans toute série de sociétés, et notamment avec l'exemple de la cérémonie du potlatch, où c'est une cérémonie très particulière, des fêtes qui vont durer plusieurs jours, dans lesquelles il y a des échanges de cadeaux qui sont organisés et où il y a même une sorte de compétition autour du cadeau, à voir celui qui va pouvoir offrir, contre-offrir des cadeaux. Donc, le potlatch est une forme de don ostentatoire qui permet un peu de voir le statut que certains peuvent avoir dans la société. Dans cette perspective globale sur les cadeaux, puis ça va nous être utile en lien avec les membres de l'Assemblée nationale, on peut interpréter, donner un sens différent aux cadeaux en fonction des contextes sociaux, en fonction des contextes culturels. Donc, dans certaines sociétés, certains cadeaux sont bien vus, d'autres ne le sont pas. Donc, il y a des codes à connaître autour des cadeaux. Et enfin, dans cette présentation générale sur les cadeaux, et c'est le titre de l'ouvrage, le titre « C'est pas un cadeau », emprunte à l'expression du fait qu'à certains moments, les cadeaux ne font pas nécessairement plaisir. Les cadeaux peuvent être quelque chose qui peut être contrariant. Et en faisant le travail, on a relu l'ensemble des débats parlementaires entourant l'adoption du code d'éthique et les dispositions sur les cadeaux en particulier. Et l'expression « les maudits cadeaux » a été utilisée par Stéphane Bédard, à l'époque leader de l'opposition officielle, quand ils ont commencé à aborder les articles portant sur les cadeaux. Stéphane Bédard a déclaré qu'on est dans quelque chose qui est très, très crunchy avec les maudits cadeaux. Donc, c'était la manière d'un peu camper la réflexion, le travail autour des cadeaux, parce que, et c'est ce qui ressort des débats parlementaires, c'est ce qui ressort de la recherche, c'est que dans certains cas, l'échange de cadeaux, ça peut être une pratique viciée. Il peut y avoir des intentions cachées de la part du donateur quand un cadeau est offert. Et donc, ça nous amène dans la deuxième dimension qui est importante par rapport aux cadeaux, où on va regarder les cadeaux non pas uniquement dans la sphère privée, mais surtout dans un contexte professionnel, puisque quand on regarde les cadeaux dans un contexte professionnel, ils prennent une autre signification, une autre dimension que dans un contexte privé. Les cadeaux offerts dans un contexte professionnel soulèvent davantage d'enjeux éthiques, davantage de questionnements, notamment par rapport à la question de la menace à l'indépendance. Si vous prenez les médecins par rapport aux compagnies pharmaceutiques, ça crée un biais. Dans certains cas, des courtiers en assurance reçoivent des cadeaux de la part de compagnies d'assurance si ils ont vendu suffisamment de contrats. Donc, on se dit, un courtier en fin d'année a peut-être plus intérêt à vous recommander telle ou telle police d'assurance plutôt que de vraiment veiller à vos intérêts. Et donc, dans le cadre professionnel, on le voit, la question du cadeau désintéressé versus le cadeau intéressé, le cadeau généreux versus le cadeau profitable, ça devient un petit peu plus complexe. Ça va nous amener, et il y a une illustration à l'écran sur le fait qu'il y a même des compagnies maintenant qui se spécialisent dans l'offre de cadeaux pour des clients, pour des employés, pour générer des choses. Et vu que certains me connaissent, j'aime beaucoup l'évaluation et la gestion de la performance. On peut même avoir des tableaux de bord sur le suivi de la performance d'un cadeau offert à des employés en termes de rétention, en termes de vente pour des clients. Donc, il y a une industrie du cadeau qui existe. Ce n'est pas l'angle que l'on va prendre dans la présentation, mais dans la présentation, cette notion de cadeau dans un contexte professionnel, c'est particulier, c'est encore plus particulier auprès d'élus, auprès de ministres. Et ici, évidemment, ça nous amène à la question des enjeux éthiques. Les conflits d'intérêts, j'en ai parlé, mais quand on est dans le domaine politique, la question du pot de vin est souvent présente. C'est un peu l'idée qui revient en filigrane de la recherche. Quand on parlait à nos amis de la recherche qu'on menait, c'est un peu ça qui ressortait en disant et puis qu'est-ce que vous avez eu de croustillant comme information? Est-ce qu'il y a de la corruption? C'est sûr que c'est associé au cadeau, mais nous, on voulait avoir une compréhension plus fine du phénomène. Et en rédigeant l'ouvrage, on s'est rendu compte qu'en français, on manquait d'une nuance, parce qu'en anglais, on fait la distinction entre gift et bribe, alors qu'en français, à part le pot de vin, on n'a pas de terme pour cette petite corruption
par rapport au cadeau qui peut être offert. Donc, en général, quand on arrive du côté des pots de vin, par contre, là, on est dans une logique où la perception est négative à l'égard de la pratique, puis quelles que soient les sociétés dans lesquelles on peut se trouver. Donc, ça, c'était le contexte général de la recherche. Maintenant, si on regarde un petit peu plus les enjeux de méthodologie, si on essaye de voir comment la recherche a été réalisée, on a utilisé plusieurs sources de données dans le cadre de la recherche. Et tout d'abord, une source qui était précieuse, c'était le registre des déclarations des dons, marques d'hospitalité et autres avantages, parce que dans les faits, je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, je parle de cadeaux, mais pour les parlementaires, le terme de cadeau est impropre. Quand on regarde dans le code d'éthique, on ne parle pas des cadeaux, on parle des dons, marques d'hospitalité et autres avantages. Donc, c'est un petit peu plus large. Et en regardant les données, donc première source de données, c'est le registre de déclaration. Ici, on a un exemple de la fiche que doivent remplir les parlementaires lorsqu'ils reçoivent des cadeaux d'un montant de plus de $200. On reviendra un petit peu sur les technicalités tout à l'heure. Et dans les faits, ce registre est public, donc vous pouvez aller sur le site de la commissaire à l'éthique. Vous avez accès aux déclarations sous format PDF. Et vu qu'on faisait une collaboration avec la commissaire à l'éthique, elle nous a facilité le travail en nous remettant une compilation Excel de toutes les déclarations publiques. Donc, ça nous a évité de devoir faire une compilation de chacune des informations. On a eu accès à cette base de données Excel de tous les cadeaux déclarés depuis 2012. Et donc, le nombre de déclarations depuis 2012, c'était 530. Et ensuite, sur chacune, on en parlera un petit peu tout à l'heure, sur chacune de cette déclaration, on a ajouté de l'information par rapport aux députés, ministres qui avaient reçu les cadeaux pour pouvoir caractériser un certain nombre de choses, mais on est parti du registre et de ces informations. Ça, c'est la première source de données. La deuxième source de données, c'est un sondage et des entrevues qui ont été réalisées auprès des parlementaires. Donc, tout d'abord, il y a eu un sondage qui a été fait auprès des élus et des anciens élus de l'Assemblée nationale. Donc, concrètement, la manière dont on a fonctionné, c'est qu'on a pris la liste de tous les députés élus lors de la 39e législature, je regarde mes dates, donc à partir du 13 janvier 2009, parce que notre objectif, c'est qu'on voulait avoir tous les députés qui avaient été assujettis au code d'éthique. Et donc, puisque le code d'éthique a été adopté en 2010, entre complètement en vigueur en 2012, c'est au cours de cette 39e législature où on va avoir les parlementaires qui ont commencé à être assujettis au code d'éthique. On a regardé l'ensemble de ces parlementaires et on a ensuite identifié ceux qui ne siégeaient plus et ceux qui siègent encore pour faire deux sondages différents, un auprès de ceux qui siègent encore à l'Assemblée, un auprès de ceux qui ne siégeaient plus. Et on est passé par le cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale qui a diffusé le sondage auprès de l'ensemble de ses membres. Le taux de réponse est de 30% chez les anciens parlementaires, de 10% chez les parlementaires actuels. Donc, en gros, on n'a pas exploité vraiment les données des parlementaires actuels puisque le taux de réponse est trop faible, mais on avait des données quand même utiles du côté des anciens parlementaires. Ensuite, et la richesse de la recherche a porté sur des entrevues semi-dirigées. Donc, tout à l'heure, je vous ai dit, on a fait 17 entrevues. Je vais vous présenter un peu les caractéristiques des parlementaires dans quelques instants, mais pour obtenir 17 entrevues, j'ai envoyé 31 invitations. Donc, il y avait quand même un bon taux de réponse par rapport à cette possibilité de participer à la recherche. Pour vous donner un aperçu des participants aux entretiens et remettre ça en contexte par rapport à la dimension politique qui nous intéresse. Au cours de la période étudiée, donc à partir de 2010 jusqu'à 2020-2021, 3 partis ont formé le gouvernement, le Parti québécois, le Parti libéral du Québec et la CAQ. Et on a eu la chance de rencontrer des parlementaires, des ministres de chacun des partis représentés à l'Assemblée nationale. Au total, nous nous sommes entretenus avec 11 ministres, 5 femmes, 12 hommes, et on a regardé aussi en fonction de l'expérience quelle était un peu la répartition, parce qu'on voulait avoir des élus qui découvraient en gros le code éthique avec leur première élection, et d'autres à qui le code éthique s'est imposé parce qu'ils étaient déjà en fonction depuis un certain nombre d'années. Et ce qui est intéressant d'observer quand on regarde le tableau, c'est que les parlementaires les plus expérimentés, donc ceux qui ont plus de 10 ans d'expérience, ils ont tous été ministres au cours de leur carrière.
Donc, il y a une expérience assez grande de ce côté. Le tableau que vous avez sous les yeux, c'est en fait les seules informations qui permettent de savoir à qui on a parlé. Parce que vous comprenez bien qu'il y avait des enjeux de confidentialité derrière la recherche. J'expliquais à chacune des personnes, puis j'utilise toujours le générique masculin quand je parle des députés, même si c'est des femmes qui m'ont mentionné des choses pour qu'il n'y ait vraiment pas moyen de pouvoir les identifier. Et on leur a aussi expliqué qu'il n'y avait aucun propos qui ne serait associé au parti dans l'ouvrage pour éviter une reprise partisane de propos et de constats. Et donc, parce que le défi dans la recherche, ça a été de libérer la parole. Libérer la parole. Puis ici, j'ai deux citations d'entrevues par rapport à ce que disaient certains participants sur le fait qu'on avait un petit malaise à pouvoir en parler en demandant à être discret parce que je me ferais attaquer si ça se savait, on m'attaquerait, ce serait le chou gras des radios poubelles, des terroristes de certains réseaux d'information. Et un autre qui dit, j'hésite à vous en parler, mais je vous fais confiance quand vous dites que c'est confidentiel tout ça. Et quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est l'ouverture des parlementaires, des ministres à parler soit des cadeaux, soit des enjeux éthiques. Il y a vraiment eu des choses très intéressantes qui ont été mentionnées. Et pour celles et ceux d'entre vous qui faites de la recherche, vous savez qu'à la fin de l'entrevue, on a toujours la question un peu rhétorique de savoir est-ce que vous avez quelque chose à ajouter. Puis en général, ça s'arrête là. Puis ici, de manière assez surprenante, il y a plusieurs parlementaires qui ont eu un temps d'arrêt et qui ont dit si vous m'assurez que c'est confidentiel, je pourrais encore vous dire ça. Ou un autre qui m'a dit là, j'ai une petite situation éthique qui n'est pas vraiment problématique, puis il commence à m'expliquer, puis il y avait beaucoup de situations problématiques dans ce qu'on est en train de m'expliquer à ce moment-là. Donc, ça a été un peu le moment des ultimes confidences de la part le moment confessionnal. Et donc, ça, pour nous, c'est vraiment une richesse de se dire on était capable de libérer cette parole. Et donc, ça donne la crédibilité aux résultats qu'on a reçus. On est sorti de la langue de bois. Parce que la manière dont se passaient les entrevues, puis je vais donner la parole à Eric ensuite pour poursuivre sur les fonctions des cadeaux, mais la manière dont était structuré le guide d'entrevue, c'est que dans un premier temps, on leur posait des questions pour savoir ce qu'ils pensaient de l'éthique en général, pourquoi il y avait le code d'éthique. Puis après, on arrivait sur la question des cadeaux et puis enfin sur le code d'éthique, leur connaissance du code, la manière dont ça se passait avec la commissaire éthique. Donc, il y avait vraiment une gradation dans la discussion. On validait aussi, avant les entrevues, on avait évidemment consulté l'ensemble des fiches des déclarations du registre public. Et donc, dans certains cas, certains nous parlaient spontanément de cadeaux, d'autres ne nous en parlaient pas spontanément. Donc, ça permettait de les relancer, notamment quand on disait « j'ai pas reçu de cadeau ». Moi, j'avais une fiche sous les yeux. Je disais « est-ce qu'il y a quand même cet élément-là qui se retrouve dans le registre ?» Donc, ça permettait de pouvoir amorcer la discussion. Et je termine là-dessus sur la question de méthodologie. Bien souvent, pour aborder les cadeaux, je posais la question de savoir, je leur demandais pourquoi, selon vous, des individus ou des entreprises vont offrir des cadeaux aux élus. C'est un peu la manière d'entrer en matière sur les cadeaux. Et plusieurs ont exprimé un malaise par rapport à ça en disant que votre question est un peu biaisée. C'est comme s'il y avait une intention cachée dans les fonctions des cadeaux qui existaient. Et d'autres ajoutaient, ça dépend des cadeaux, il y a cadeaux et cadeaux. Donc là, on commençait à voir que les cadeaux pour des élus, ça remplit beaucoup de fonctions. Puis je vais donner la parole à Eric pour nous présenter ces fonctions. Oui, c'est les premiers résultats de recherche intéressants, je dirais, qu'on a recueillis. À quoi ça sert, les cadeaux? C'est quoi l'objectif des cadeaux dans le contexte québécois, dans le contexte parlementaire, dans le contexte des élus québécois? On a identifié 8 grandes fonctions des cadeaux. On va les regarder ensemble assez rapidement, mais un des premiers éléments qu'il faut mentionner, c'est que spontanément, les élus qu'on interrogeait disaient « je ne reçois pas vraiment de cadeaux. Ce n'est pas vraiment des cadeaux que je reçois. » Puis, après ça, il nuance en disant, je prends un extrait d'un entretien qui nous a été partagé. Au cours de ma vie parlementaire, ma longue vie parlementaire, on ne m'a pas offert de cadeaux. On ne m'en a pas offert. Il est arrivé parfois qu'un commettant du comté me remette une petite babiole ou un petit quelque chose en retour d'un service que je lui ai rendu. Mais ce n'est pas vraiment un cadeau, là. Donc, déjà, on sent cette charge négative associée au cadeau. Si on veut, le fait que ceux qui reçoivent un cadeau, dans leur tête, ce n'est pas vraiment des cadeaux. Et le malaise est là, quand ils nous disent ça. L'autre réflexe qu'on a observé, par exemple, c'est de minimiser aussi la nature des cadeaux. Bref, de banaliser la pratique, que ce n'est pas fréquent, que ce n'est pas vraiment important, que ça n'influence pas notre décision, notre prise de décision dans le processus politique.
Donc, je ne reçois pas de cadeaux, mais lorsqu'on creuse, ce sont des cadeaux. Donc, il y a un premier élément de, si on veut, de minimiser ce qu'est né. Première fonction du cadeau qu'on a identifié, c'est celle d'encourager un élu. C'est par exemple un cadeau qui est très, très répandu, c'est le petit sucre à crème, là. Le commettant, lorsqu'il va dans le bureau de comté pour rencontrer son député, pour demander de l'aide auprès de l'administration publique, bien, il va peut-être lui donner, dans le fond, une marque d'encouragement, des petits cadeaux de la part des citoyens de leur circonscription. C'est vraiment ce qu'on associe au fait d'encourager un élu. Donc, une citation ici qui illustre bien ce phénomène-là. Il ne faut pas oublier que les élus sont aussi les représentants de leur région, les citoyens fiers de mettre en valeur leur réalisation, fiers de mettre en valeur leur réalisation. Ils donnent un petit cadeau à un élu. Des cadeaux, par exemple, qui peuvent être plus embêtants, ça peut être une toile. Souvent, les députés vont l'afficher sur les murs de leur bureau de circonscription. Mais c'est quoi la valeur d'une toile? Est-ce que ça vaut cher ou pas? Donc, c'est plus ambigu. Donc, des marques de reconnaissance, de soutien, d'affection, c'est le premier type de cadeau, la première fonction d'un cadeau, donc d'encourager, de reconnaître, de soutenir un élu. Deuxième type de cadeau, remercier un élu. Là, c'est beaucoup plus des cadeaux symboliques qui sont remis. Par exemple, lorsque le député se déplace pour un événement, donc on va le remercier pour sa présence. Un élu, par exemple, disait qu'il a reçu un balai. Pour balayer les inégalités. Donc, ça faisait image, symbole. Lorsque ce sont des produits locaux qu'on remet, par exemple, à un élu, parce que c'est déplacé de la confiture locale ou des produits du terroir, un livre sur l'histoire locale aussi. Bref, c'est pour encourager leur participation à un événement, parce que les citoyens sont aussi conscients que ça demande du temps aux élus de se déplacer, qui sont en concurrence aussi avec d'autres sollicitations pour assister à des événements. Puis, la présence du député vient rehausser aussi le prestige d'un événement tenu en circonscription. Bref, parfois, ça peut être aussi des reconnaissances du travail accompli, une bouteille de vin dans ce cas-là, mais bref, c'est une marque de gratification ou de reconnaissance pour le service rendu. Troisième fonction qui peut apparaître banale, mais qui est importante, puis parfois, sur le plan du protocole, crée des malaises, c'est justement des cadeaux en lien avec le protocole, en lien avec les voyages à l'étranger des députés, l'activité de la diplomatie parlementaire. Ça, c'est fréquent dans le cadre de missions organisées par les députés, par l'Assemblée nationale. Parfois, il y a de l'asymétrie. Ce qui crée des malaises, c'est l'asymétrie dans la réception de cadeaux. Bref, il y a des règles très strictes qui encadrent les cadeaux que les parlementaires québécois peuvent donner à l'étranger, alors que parfois, dans certaines juridictions, il n'y a pas du tout d'encadrement, ce qui place parfois les députés québécois dans une situation particulière. Donc, si on prend les règles du service du protocole, il y a des principes de sobriété, de réciprocité, de gradation. Donc, plus les gens qu'on rencontre sont importants, plus le cadeau devrait être important. Et on veut mettre généralement le savoir-faire québécois. Tout à l'heure, on disait que j'avais fait une pratique à l'Assemblée nationale. Dans une des missions auxquelles j'ai participé, un ministre français était vraiment déçu de ne pas recevoir de sirop d'érable, par exemple. Donc, il y a des attentes. Et il avait communiqué à l'élu en disant « Pourquoi vous me donnez ces livres? Moi, ce que je voulais de vous, du Québec, c'est du sirop d'érable. » Alors, on repassera pour la diplomatie. Mais ceci étant dit, généralement, ce sont les agents des services de protocole qui gèrent les cadeaux, qui gèrent la hauteur, si on veut, de ce qui va être donné en fonction des différents paramètres de l'expérience du service diplomatique. Honorer le protocole, ça demeure une fonction importante. Vous avez ici un exemple des fiches qui sont déclarées. Là. Quels sont les cadeaux remis, quels sont les cadeaux reçus. Donc, un exemple, tout ça est bien consigné. Une autre fonction des cadeaux, entretenir un réseau. Donc, ça ne vous surprendra pas qu'il y a des gens qui font des cadeaux pour huiler les relations, dans le fond, pour maintenir un lien. Ben, on le fait à l'international, mais ça se fait aussi en politique intérieure. Donc, là, on met l'accent sur la dimension sociale de la politique. Dans les soirées mondaines, dans les cocktails, un député nous disait tu découvres les gens sous un autre aspect. Donc, quand on assiste à différents événements, c'est l'humain qui est présent. Donc, on fait du réseautage. Ceci dit, il y a un risque potentiel en ce qui concerne
personne qui invite, là, qui paie la facture, les galas, par exemple, les invitations à des galas. Dans les personnes qu'on recensées, Steve en parlait tout à l'heure, par exemple, ça nous a surpris, c'est la ministre de la Culture ou le ministre de la Culture qui reçoit le plus un de ceux ou de celles qui reçoit le plus de cadeaux parce qu'il est invité à plein de galas. On se souviendra de la commission Charbonneau aussi, les invitations dans les loges de hockey. Donc, ça vise à entretenir un réseau. Et là-dessus, on a vu une évolution des pratiques. Les gens sont plus réticents, justement, depuis la commission Charbonneau. Ils acceptent l'invitation, mais si on leur envoie la facture, ça, c'est un député, par exemple, qui nous disait ça. Cinquième fonction, c'est mettre l'élu dans sa poche. Donc, il y a une multitude, puis là, on voit la gradation, là. On cherche à créer une dette morale envers une personne. On s'attend à un retour, même peut-être un retour d'ascenseur, un lien plus affectif. On parle même de lobbyisme affectif. Là, ça devient un défi pour l'élu de concilier amitié et intérêt. Là. Même des députés qui disaient, je pratique ça, moi, avec de mes collègues, pour mettre des membres de mon caucus dans ma poche aussi, pour être capable lorsqu'il y a des décisions à prendre, de les avoir de mon côté. Donc, ça joue aussi à l'intérieur même des formations politiques. La fonction numéro 6, influencer et capturer la décision. Vous voyez toujours la gradation. Et là, on cherche à influencer la prise de décision. Non pas juste établir des liens affectifs, mais on va plus loin. On veut vraiment un retour, que ce soit par rapport à l'octroi d'un marché public ou d'un bien. Donc, par définition, un cadeau dans un contexte politique, c'est rarement désintéressé, nous disait un député. Donc, il y a de la suspicion qui s'est développée. Un donateur peut offrir un cadeau en pensant en retirer ultérieurement quelque chose. Autrement dit, les députés, il faut qu'ils soient vigilants pour prévoir 2 à 3 coups d'avance. Peut-être que la relation va commencer par du lobbyisme affectif, mais elle va se traduire au fil du temps par des attentes de réciprocité ou de retour d'ascenseur. La 7e fonction qu'on a identifiée, c'est acheter et corrompre un élu. Alors là, lorsqu'on parle de corruption, on parle d'un usage abusif à des fins privées du pouvoir conféré par une institution. C'est une définition qu'on aime bien, qu'on a retenue. On n'a pas pu observer des stratagèmes de corruption dans notre enquête. Ceci dit, il y a des gens qui nous ont avoué avoir remis des choses, qui s'est fait offrir des choses, mais qui ne l'ont pas encaissé ou qui n'ont pas été bénéficiaires, dans le fond, d'un cadeau dans un contexte de corruption. Très rare cas de cadeau s'apparentant des pots de vin, là, qui nous ont été mentionnés, des invitations, des enveloppes. Mais ceci dit, c'est un phénomène aussi de la commission Charbonneau. Là. On a vu un changement, une évolution de la culture au Québec depuis ce temps-là. Dernière fonction, répondre à la demande de l'élu. Ça, on ne s'y attendait pas à celle-là. Dans le fond, puis les députés qui nous ont parlé de ça, ils ne voyaient pas ça non plus comme problématique. C'est lorsque l'élu demande dans sa circonscription un service à quelqu'un. Par exemple, il y a un défilé, c'est un exemple qui nous avait été mentionné, un défilé qui est organisé dans un comté plus rural. Et le réflexe du député, c'est d'aller demander au concessionnaire automobile, pourrais-tu nous prêter une voiture, des belles décapotables, ça serait bien dans le défilé. Là, c'est un cadeau qui devient sollicité, si on veut. Et ça, c'était plus surprenant, disons ça comme ça. Donc, je recède la parole à Steve pour nous parler des politiques de la confiance. Donc, par rapport au cadrage des cadeaux, on a regardé la pratique des cadeaux, mais on a aussi essayé de comprendre comment les cadeaux étaient encadrés, quelle était la régulation qui existait au Québec. Et en général, quand on aborde les questions d'éthique publique, d'éthique parlementaire, l'enjeu, c'est de voir le lien que l'on fait entre la perte de confiance observée et la mise en place de toute une série de codes et d'autres politiques qui existent. Dans la littérature en éthique, dans ce domaine, on parle de politiques qui vont être adoptées pour corriger les perceptions à l'égard de la mauvaise gestion, à l'égard de la crise de légitimité, et on parle des politiques de restauration de la confiance. Donc, les politiques de restauration de la confiance, politics of trust, ça passe par des codes d'éthique, la création d'institutions indépendantes, la mise en place de nouveaux mécanismes
pour s'assurer que les élus vont agir de manière intègre, mais aussi pour faire la démonstration qu'ils agissent de manière intègre. C'est un peu le double impératif maintenant par rapport à cette éthique publique de la part des élus. Et dans certains cas, quand on regarde l'agglomération de ces politiques de la confiance, on va parler d'un système d'intégrité publique. Donc, un système d'intégrité publique, c'est un peu cette architecture, ce dispositif qui est mis en place avec un cadre réglementaire, des processus, une série de politiques pour prévenir ou dissuader des comportements non éthiques, donc d'encadrer la pratique entre ce qui est acceptable ou pas acceptable, parce qu'à l'égard des cadeaux, ça va vraiment être un enjeu de savoir qu'est-ce qu'on peut accepter, qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter, comment est-ce qu'on va le codifier. D'une manière générale, on s'est posé la question de savoir mais pourquoi est-ce qu'on s'est doté d'un code d'éthique au Québec et dans d'autres juridictions. Donc, on a regardé la littérature à cet égard et je vous dirais que en partant du principe qu'on part toujours d'une absence de code pour arriver à l'existence d'un code, il y a plusieurs explications possibles. Puis on est vraiment dans un enjeu de football, de savoir est-ce que c'est un nouveau tabou qui émerge et donc on va le codifier ou au contraire, il y a une augmentation des transgressions, donc on va essayer de limiter le nombre de transgressions qui peuvent exister. Surtout que quand on est dans le contexte parlementaire, il y a une particularité, c'est que les parlementaires ont toujours été très réticents à adopter des codes éthiques parce qu'ils se retranchent derrière le privilège parlementaire. Donc, le privilège parlementaire, c'est le fait qu'ils vont pouvoir un peu régler un certain nombre de conflits, de problèmes entre eux sans qu'il y ait vraiment de chien de garde, comme on les appelle, qui va regarder ce qui se passe à l'intérieur. Pendant très longtemps, les parlementaires, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit au Québec, ont été jaloux de ce privilège parlementaire en disant on va régler nos affaires au sein d'un comité d'éthique qui va sanctionner ceux qui contreviennent, mais ça va s'arrêter là. Et donc, quand on regarde un petit peu les théories possibles par rapport à l'élaboration des codes d'éthique, quand on regarde les théoriciens institutionnalistes, ceux qui disent les codes éthiques, en fait, se développent au rythme des scandales. Donc, quand il y a un scandale, il y a un nouveau code, il y a une nouvelle institution qui va être mise en place, puis c'est un peu un reflet des scandales qui existent. Il y a d'autres théoriciens qui disent non, non, c'est un choix rationnel des acteurs. C'est qu'à partir du moment où le prix de la confiance augmente, la valeur de la confiance augmente, on a intérêt à investir dans de la confiance pour être l'entrepreneur de politique, l'entrepreneur de moralité autour de ce nouveau produit qui se développe. Et enfin, il y a l'institutionnalisme sociologique qui dit que ces codes d'éthique, ces systèmes d'intégrité publique reflètent en fait les valeurs fondamentales de la société et que donc ça s'adapte, ça s'ajuste à ces dimensions-là. On a pu l'observer dans le cadre de notre étude en regardant notamment les travaux parlementaires, c'est de comprendre pourquoi le code d'éthique a été adopté et notamment sur les cadeaux. Et ce qu'on a pu observer aussi à cet égard, c'est la dimension sur la diffusion et le transfert de politique. Donc, la notion un peu de benchmarking. On regarde comment font d'autres juridictions et on va reprendre un peu un élément qui va être mis en évidence dans d'autres juridictions. C'est ce qui s'est produit avec les cadeaux, notamment une disposition sur les cadeaux. On a regardé beaucoup ce qui s'était fait à Ottawa, à la Chambre des communes. On a regardé ce qui s'était fait du côté de la fonction publique québécoise pour l'adopter et l'ajuster. Donc, en gros, c'est de cette manière-là qu'a évolué le code éthique. Et quand on regarde le cheminement au Québec, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, le code d'éthique a été adopté à l'unanimité en 2010. Les travaux ont débuté en 2009, mais dans les faits, dès 2004, il y a eu des réflexions préliminaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2004, puis ça, il y a un super balado sur les podcasts de la commissaire éthique que vous pourriez écouter si ça vous intéresse, où un fonctionnaire explique un peu le processus de 2004. Et donc, en 2004, il y a eu cette volonté de mettre en place un code d'éthique qui n'a pas abouti parce que tout d'abord, c'était l'exécutif qui l'avait proposé et pas l'Assemblée nationale. Donc, il y a un enjeu de dire, mais si c'est un code qui s'applique aux élus de l'Assemblée nationale, ce serait bien que ce soit les parlementaires qui sont plutôt que l'exécutif qui en fasse la proposition. Puis, il n'y avait pas eu de consensus. Néanmoins, en 2009, le projet est revenu. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'avant ça, donc j'ai parlé du privilège parlementaire et il existait la loi sur l'Assemblée nationale qui contenait des dispositions spécifiques par rapport à l'incompatibilité de mandat, par rapport au conflit d'intérêts, mais sans qu'il y ait de contrôle réel. Parce qu'à l'époque, pour vous figurer la situation, c'est que si un élu déposait une plainte, un grief contre un autre élu sur un enjeu en lien avec la loi sur l'Assemblée nationale et que le président de l'Assemblée nationale considérait que finalement il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'enjeu,
l'élu devait remettre son siège en jeu selon la coutume parlementaire. Donc, ça dissuadait un petit peu des plaintes frivoles. Donc, vous voyez, l'encadrement, la régulation était pas du tout de la même que celle qui existe maintenant avec le code éthique. Et on le voit sur ce cheminement, il y a une gradation, une augmentation, puis des réprimandes, des demandes d'enquête qui ont rythmé un peu l'actualité politique. Puis vous êtes tous et toutes au courant un peu du travail de la commissaire à l'éthique à ce sujet. Quand on regarde plus spécifiquement les dimensions du code qui concernent les cadeaux, je l'ai mentionné, il y a un isomorphisme institutionnel, donc un transfert de ce qui peut exister ailleurs. Et dans les faits, il y a 3 modèles de régulation des cadeaux qui existent. Quand on regarde sur la planète, là, comment d'autres parlements ont géré la situation, on peut avoir une tolérance totale, donc on accepte tous les cadeaux. On peut avoir une interdiction totale. Aucun cadeau n'est accepté et on peut avoir un modèle mixte, on va accepter des cadeaux sous certaines conditions. Donc, le Québec est dans ce modèle mixte avec des cadeaux peuvent être acceptés, mais sous certaines conditions. Donc, tout d'abord, sur la question de la tolérance totale, je pense que tout le monde le comprend, que ça sera un petit peu particulier qu'on soit dans un système de tolérance totale de tous les cadeaux qui sont offerts tout le temps. Sur la prohibition intégrale, ce que la littérature nous enseigne, c'est que ça crée parfois des situations un petit peu absurdes, ça engendre beaucoup de contrôle, de suivi pour des situations qui sont un petit peu parfois difficiles à observer. On l'a documenté dans certains cas, le fait de recevoir un verre d'eau, c'est un cadeau. Donc, est-ce que là, on m'a offert un verre d'eau tout à l'heure en arrivant pour la conférence? La pizza. Il y a de la pizza, ça, on l'avait dit, c'est un vrai cadeau par contre. Mais si on prend le verre d'eau, ou si j'ai besoin d'un mouchoir dans une réunion, est-ce que je ne peux pas l'accepter parce que je suis auprès d'un commettant ou dans une entreprise? On voit que c'est particulier. Et donc, le modèle mixte qui a été retenu, c'est de dire, au Québec, il y a une sorte d'algorithme à mettre en place pour réfléchir aux cadeaux. C'est tout d'abord, tous les cadeaux qui visent à influencer une décision ne sont pas acceptables. Donc, si une décision vise à influencer un parlementaire, ce n'est pas acceptable. On ne peut pas offrir un cadeau en échange d'un vote, en échange d'une action de la part d'un élu. Donc, ça, c'est les premiers filtres qui disent ces cadeaux-là doivent être refusés. Ensuite, tout peut être accepté et les conditions vont se mettre en place en fonction du montant. Si on est dans un cadeau qui est d'une valeur supérieure à 200 $, on peut l'accepter, mais il va falloir le déclarer au registre. S'il est en dessous de 200 $, on l'accepte et on ne doit pas le déclarer au registre. C'est un peu les règles qui ont été mises en place. Et dans les autres règles qui ont été mises en place autour de ce modèle mixte, c'est si on vous offre un cadeau et que vous le refusez, vous devez également le déclarer au commissaire à l'éthique. Donc, les cadeaux refusés doivent également être déclarés. Et depuis peu, il y a également les cadeaux qui sont offerts aux membres des cabinets qui doivent être déclarés, mais qui, eux, ne sont pas nécessairement, qui ne sont pas rendus publics, ils ne sont pas rendus publics par la commissaire à l'éthique. Donc, c'est un peu des enjeux qui ont été discutés. Et je vous dirais, quand on regarde les travaux parlementaires autour de ces enjeux, l'enjeu du montant, c'est vraiment intéressant parce que le 200 $, il est sorti d'une manière un petit peu arbitraire. Donc, il y a eu des débats. Au départ, il n'y avait pas de montant. On a dit il faut un montant. Puis, les parlementaires ont dit bon, on a discuté. Puis, finalement, 200, ça faisait consensus autour de la table. Mais il n'y a rien qui justifiait le 200 $. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que quand Éric a présenté tout à l'heure les fonctions des cadeaux, vous vous souvenez que la deuxième fonction, c'était de remercier un élu. Dans les travaux parlementaires, c'est très clair, ce genre de cadeau devrait être interdit. Les parlementaires ont vraiment, il y a plusieurs pages de débats parlementaires qui expliquent que recevoir un cadeau en remerciement devrait être interdit, même si ce n'est qu'une bouteille de vin, parce que ça fait partie du travail du parlementaire que de prendre une série de décisions. Donc, c'est intéressant d'observer les travaux parlementaires puis de voir ce qui se retrouve dans le code et la manière dont il va pouvoir être adopté par la suite. Puis ensuite, il y a ce fameux seuil des 200 $ qui fait en sorte que ça complète la tâche de l'élu de savoir est-ce que je peux l'accepter ou pas. Éric le mentionnait tout à l'heure, un tableau offert, on ne sait pas trop ce que ça vaut. Il y a un élu qui m'a expliqué avoir reçu un cadeau de la part d'une entreprise. Il reçoit une montre, il revient à la maison, il montre à sa femme la montre qu'il a reçue, puis sa femme lui dit « mais c'est très cher ce genre de montre ». Puis là, il dit « ah, moi, je ne m'y connais pas en montre, je l'ai accepté ». Puis là, je l'ai retourné au donateur. Donc, il y a la gestion des cadeaux par rapport à des situations qui peuvent surgir de cette manière. Et enfin, dans
le travail qu'on a réalisé, là, on s'appuie sur des travaux de Mancuso qui avait regardé l'éthique parlementaire, qui a identifié des profils parlementaires. Puis je les mentionne parce qu'ils sont intéressants à analyser et à mettre en perspective avec ce qu'on peut observer autour des cadeaux. Mancuso a tout d'abord identifié des puritains. Les puritains, ce sont des parlementaires qui ont une vision claire et restrictive de l'éthique. Pour eux, les zones grises n'existent pas. On en a rencontré par rapport à l'offre de cadeaux. Certains parlementaires refusent systématiquement tous les cadeaux, même si c'est autorisé. Un élu nous a mentionné le fait qu'il y a un parlementaire qui refuse même une bière offerte par un militant dans le cadre d'une activité partisane. Il dit que ça crée vraiment un malaise, mais ici, on a vraiment quelqu'un qui est puritain, on applique la règle et la règle qui est attendue. Le deuxième profil, ce sont les serviteurs. Les serviteurs, ce sont les à certains écarts pour satisfaire les besoins de leurs commettants. Donc, on va accepter de déroger un petit peu à la règle, mais pour aider quelqu'un d'autre, pour pouvoir un peu remplir la mission au service des commettants. On voit progressivement, là, on va dans des zones qui sont plus grises. La troisième catégorie, ce sont les profiteurs. Les profiteurs, ce sont des parlementaires qui acceptent si ça peut les avantager. Donc, c'est un peu le fait de se dire, il y a une confusion en la matière, je vais retenir l'interprétation qui m'avantage le plus. C'est un peu de cette manière-là dont on gère les flous éthiques. Les flous éthiques, on les connaît tous, mais eux disent, quand il y a un flou, je vais prendre la version intéressante de la solution à envisager. Et enfin, la dernière catégorie sont les intrépides. Les intrépides, c'est ceux pour qui l'introspection éthique, ça n'existe pas, et tout ce qui n'est pas légalement interdit est autorisé. Donc, en ayant ces différentes figures sous les yeux, je pense que on ne va pas faire l'exercice, mais on serait tous capables de mettre des noms sur certaines catégories de profils. On ne va pas faire l'exercice ici, je vous laisse le faire en privé. Enfin, quand on regarde les cadeaux qui sont offerts en regardant l'échange de cadeaux au cœur du processus d'échange, pour conclure la présentation, ce qu'on a pu observer, c'est d'abord l'évolution des déclarations. Évidemment, il y a une pandémie qui est arrivée dans l'analyse de nos données, donc la chute drastique s'explique par la pandémie. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est de voir qu'il y a une augmentation progressive des cadeaux qui sont déclarés. Donc ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'il y a eu vraiment une sorte d'apprivoisement de la part des parlementaires dans ce qui devait être déclaré et ne pas être déclaré. Donc, au fur et à mesure, il y a de plus en plus d'élus qui vont déclarer. Donc, ça montre que la sensibilisation, l'information qui existe porte ses fruits. Ce qui joue aussi un rôle, c'est le rôle des médias. À ce moment, les médias vont identifier, on parlait de gala ou autre, vont identifier une série de parlementaires qui ont été présents à un gala parce qu'ils sont sur la photo. Donc, quelques jours après, on peut regarder la déclaration 30 jours après, voir si c'est rendu public. Et donc, on appelle des élus en disant, vous avez participé à tel gala, on n'a pas vu votre déclaration. Puis, en général, dans les jours qui suivent, la déclaration arrive auprès du bureau de la commissaire. Donc ça, c'est l'évolution générale. Plus spécifiquement, je vous disais tout à l'heure, on a regardé l'ensemble des déclarations et on les a caractérisées. Donc, pour chacune des déclarations, on a identifié qui était la personne qui recevait le cadeau, quelle était sa fonction, et on a également la nature de la circonscription dans laquelle il travaillait, quel était le ministère pour lequel il travaillait. Et on a essayé de voir est-ce qu'il y a des éléments qui permettent de comprendre pourquoi certains élus vont recevoir davantage de cadeaux que d'autres. Donc ici, ce premier tableau très descriptif nous montre que dans l'absolu, ce sont les premiers ministres du Parti libéral et de la CAQ qui ont déclaré le plus de cadeaux au commissaire à l'éthique. Ça s'explique parce on a vu qu'il y avait cette progression dans la culture des déclarations. Et en général, ce sont davantage les ministres qui vont déclarer des cadeaux, ministres du Parti libéral et de la CAQ, qui vont déclarer des cadeaux. Pour ce qui concerne les députés, en général, les députés déclarent de 2 à 3 cadeaux en moyenne. On a vu plus récemment les élus de la CAQ ou les indépendants déclarer un petit peu moins. Alors, il y a plusieurs hypothèses par rapport à cette situation. Certains ont évoqué le fait qu'on préfère refuser des cadeaux plutôt que de devoir faire une déclaration au commissaire à l'éthique. Donc, c'est un peu ce côté de puritain qui peut jouer parce que le registre des cadeaux, le registre public, apparaît un peu comme une shame list. Donc, on ne veut pas être sur cette liste de la honte en ayant reçu des cadeaux. Par contre, là où l'hypothèse ne tient pas complètement, c'est quand on regarde dans les rapports annuels de la commissaire à l'éthique, le nombre de cadeaux refusés, ça n'augmente pas.
Donc, si ça tenait vraiment, on aurait dû voir une augmentation, ou alors certains vont dire on l'a refusé, mais ne vont pas remplir la déclaration de refus. Parce qu'un élément, puis c'est une limite de notre travail, c'est qu'on a analysé les déclarations, mais il peut arriver que des cadeaux aient été offerts et reçus par des élus sans qu'ils ne remplissent ensuite la déclaration. Mais pour conclure par rapport à cette présentation, les facteurs qui influencent le plus la réception de cadeaux, c'est le fait d'être un homme, d'avoir une expérience politique assez longue, donc exercer 2 mandats ou plus, de représenter une circonscription urbaine et d'être un ministre régional. Ça nous a surpris la notion de ministre régional parce que ce qui apparaissait, c'est vraiment les ministres régionaux reçoivent plus de cadeaux. Donc, le fait de représenter des intérêts d'une circonscription, d'une région qui dépasse plusieurs circonscriptions, ça joue un rôle. Le fait d'être ministre, bon, ça, c'est pas très surprenant, mais la nature des ministères également joue un rôle. Comme disait tout à l'heure Éric, le ministère de la Culture en reçoit beaucoup. Donc, les ministères à clientèle vont recevoir davantage de cadeaux que les ministères donneurs d'ouvrage. Donneurs d'ouvrage, c'est les transports, les affaires municipales. On aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait des cadeaux dans ces secteurs-là. Il y en a moins que dans les ministères à clientèle. Donc, on voit qu'il y a certains facteurs qui peuvent influencer la réception de cadeaux. Donc, le cadeau est perçu comme un cheval de Troie par plusieurs. Le moyen d'entrer en relation, de susciter des attentes par la suite. Donc, c'est vu par les élus comme une pratique à risque. Et là, toute la question de l'influence dans la prise de décision des gens de pouvoir, ça joue. Donc, est-ce que ça influence dans leur tête 5 25 50 du jugement? Un député se posait comme question. D'autres se disent, comme réflexe, ben moi, de toute façon, je peux accepter des cadeaux, mais ça ne m'influence pas. Donc, je suis capable de me prémunir face au risque. C'est une attitude qu'on a attendue. D'autres députés vont dire, si un donateur veut vraiment trop me donner quelque chose, qui insiste pour m'inviter à quelque part, ça aussi, ça me soulève un doute. Donc, il y a une relation qui est quand même de prudence pour plusieurs élus, mais en même temps d'inquiétude par rapport à certaines stratégies des donateurs. Bref, les cadeaux, si vous le dites d'entrée de jeu, c'est pour ça qu'on a pris le titre, c'est pas un cadeau, c'est que beaucoup d'élus ne savent pas comment réagir aux cadeaux. Ça crée des malaises, des doutes. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque réputationnel élevé de se retrouver dans le pétrin, même de se voir exclu du caucus du parti. Donc, il y a une influence ou un impact possible sur la carrière qui est réel. D'autres malaises, d'autres beaux malaises, ce qu'on appelle des situations délicates, c'est lorsqu'il y a des cadeaux forcés. Par exemple, l'élu est invité sur scène et il se fait mettre de force un chandail. Ça, c'est le malaise ultime. Tu es devant un public, tu ne sais pas trop comment réagir, on te force à accepter un cadeau. Steve en a parlé, la difficulté d'estimer la valeur d'un cadeau, la montre, c'est un exemple. La difficulté de refuser un cadeau sans blesser, donc ça, c'est réel. Là, on blesse quelqu'un lorsqu'on refuse un cadeau. Donc, si on accepte des cadeaux de certains, on refuse à d'autres, c'est sûr que ça fait de la symétrie. La difficulté d'offrir un cadeau de réciprocité, pas juste en relation internationale, c'est que ça crée un déséquilibre dans le rapport s'il n'y a pas réciprocité. Finalement, on a constaté une confusion, une méconnaissance des règles. Il y a des gens qui disent « je respecte scrupuleusement le code d'éthique », puis là, ils te racontent leur histoire, puis finalement, tu as le goût de leur dire « ben pas du tout, là. Peut-être que vous devriez avoir une formation ». Donc, ça, c'est un élément important. Et d'autres nous ont dit « ben moi, je respecte le code, je déclare mes cadeaux, mais en même temps, ce n'est pas payant pour moi de les déclarer parce que je fais la nouvelle avec ça. » Donc, un député qui nous a dit « je me suis retrouvé sur la sellette, tout simplement pour avoir respecté le code, pour avoir déclaré les cadeaux que j'avais reçus. » Donc, en conclusion, je pense à notre cours d'éthique, il y a une qu'on vient toujours de scandale comme repère, souvent. Ce qui fait scandale dans une société ne le fait pas nécessairement ailleurs, mais c'est un signal de ce qui est acceptable ou toléré par la société et des attentes des citoyens en lien avec les mécanismes de confiance. On a vu un tournant important grâce au Code d'éthique de déontologie dans la culture même des parlementaires au Québec. On a vu un changement, parce qu'on a effectivement, comme si vous le disiez, interrogé des gens avant le Code, après le Code. Il y a un changement de culture important. Une sensibilité beaucoup plus marquée maintenant envers des principes éthiques. Le Code, c'est un Code qui peut évoluer. On a vu recueilli des lacunes, si on veut, dans le Code.
c'est quelque chose qui est vivant, un code d'éthique qui s'adapte, je le disais tout à l'heure, aux repères d'une société et des attentes d'une société. Donc, c'est un code du Québec qui est à maintenir vivant. Alors, je ne sais pas, Steve, tu voulais ajouter autre chose? Non, je pense qu'on a bien présenté ce qu'on voulait présenter. Maintenant, on va répondre à vos questions. On est curieux de pouvoir échanger avec vous sur cette recherche. Tout à fait. Pourriez-vous arrêter le partage peut-être? Oui. Et on va fermer le son. Merci beaucoup, Éric Montigny et Steve Jacob, pour cette présentation. Je vais maintenant arrêter l'enregistrement et puis vous proposer d'abord ceux qui sont à distance de poser vos questions, après quoi on pourra peut-être passer aux questions de la salle.